C'est un nouveau marqueur de la crise politique sans précédent qu'on vit en France. Sébastien Lecornu a jeté l'éponge moins d'un mois après sa nomination en tant que Premier ministre. J'ai remis la démission du gouvernement. Il a à peine eu le temps d'annoncer une première partie de son gouvernement, il a même pas eu le temps de faire son discours de politique générale. Alors évidemment, c'est la composition du nouveau gouvernement qui a généré de la colère au sein des oppositions. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Républicains eux-mêmes ont protesté. Pourtant, normalement, ils sont alliés à la Macronie, au sein du socle commun. Et Bruno Retailleau, il a même été reconduit à l'intérieur. Bref, tout ça, ça fragilise le camp d'Emmanuel Macron, qui est déjà très faible. Mais ça pose aussi un constat inquiétant sur la santé de notre système. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans cette crise politique qu'est la démission de Lecornu. Et on va le faire en compagnie de Paul Quignot. Salut Paul. Salut. Tu es notre directeur de la rédaction à Libération. Moi, je m'appelle Corentin Courtois et vous êtes dans le Libescope. Ma première question, Paul, est-ce que toi, la démission de Lecornu, tu t'y attendais ? Non. Alors on a eu quand même, évidemment non, puisque Lecornu est en place depuis très peu de temps, et surtout qu'il a annoncé son gouvernement hier à 19h40. Et donc évidemment de voir qu'il démissionne ce matin. Enfin moi j'ai été journaliste politique. Enfin c'est du jamais vu. Honnêtement c'est totalement inédit. Donc c'est évidemment grave parce que c'est un signe supplémentaire de la crise politique que traverse le pays. Mais oui, c'est lunaire. Alors, surpris ce matin, pas complètement, parce que ce qui était aussi inédit, c'est la réaction, la phrase de Retailleau, ou la sortie de Retailleau hier soir, 1 heure après le communiqué de l'Élysée avec les 18 ministres nommés, dont Retailleau, et qui, je crois qu'il était même pas, il était vers 21h30, il me semble, torpille le gouvernement qui vient d'être nommé en disant que il ne correspondait pas à la promesse de rupture qu'avait faite Lecornu lors de sa petite déclaration lors de la passation de pouvoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour l'instant, on sait pas tout ce qui s'est passé. L'explication qu'il a donnée ce midi, Retailleau sur TF1, c'est que parce que LR hier toute la journée avait discuté pour savoir s'il participait au gouvernement ou pas, sachant que Retailleau était sur la ligne de la participation, Wauquiez était plutôt sur la ligne du refus de la participation, donc ça c'était déjà tendu au sein de LR. Et l'explication donnée ce matin, c'est que quand ils ont accepté de participer au gouvernement, ils ne savaient pas que Bruno Le Maire faisait son entrée et arrivait au ministère des Armées, que la liste que le Premier ministre aurait communiquée n'était pas complète, et d'où le côté dans ces cas-là, on peut pas avoir confiance et on sort ce qu'ils ont annoncé ce matin. Donc Bruno Retailleau, avant d'entrer dans le gouvernement, ne savait pas que Le Maire allait y participer. Pourquoi Le Maire, pour les Républicains, c'est une personnalité aussi clivante ? Alors la raison officielle, c'est que, alors c'est au-delà de la continuité, puisque Bruno Le Maire c'est pas un perdreau de l'année. Il a été ministre de l'économie. Enfin, il est ministre de Macron quasiment depuis le début. La raison officielle, c'est que Le Maire incarne précisément la situation, la difficulté, enfin la situation budgétaire très compliquée dans laquelle on est. Je crois qu'à moitié, moi, cette explication, je pense qu'il y a surtout des problèmes du côté des LR, des problèmes stratégiques. Voilà, c'est qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer ou pour être en ordre de marche pour la présidentielle, est-ce qu'il faut participer ou pas. Donc LR a un problème de ligne. De ligne politique. C'est soit est-ce que LR doit participer au gouvernement avec les macronistes, donc regarder vers sa gauche entre guillemets, ou, et je pense que c'est là pour le coup la position de Wauquiez, plutôt regarder vers l'extrême droite et commencer à préparer une réunification de toutes les droites, comme ils disent. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On propose des discussions comme ça chaque semaine. Vous pouvez aussi nous découvrir en direct sur Twitch. Mais sachez aussi que vous pouvez retrouver cette discussion en podcast. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Cette démission de Lecornu, elle prend donc notamment son origine dans cette réaction de Bruno Retailleau. On a déjà une question
dans le chat, c'est Nours qui se demande si j'ai bien suivi. LR et l'UDI ne font plus partie du socle commun. Du coup, il reste qui à soutenir Macron? On va prendre cette question en deux parties. Déjà, pourquoi est-ce qu'on dit que la démission de Lecornu marque la fin du socle commun? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est vrai, c'est que tout ce qui se passe là depuis la nomination de Lecornu, hein, c'est que la Macronie n'arrive pas à solidifier ce qu'ils appellent son socle commun. Je rappelle, hein, le socle commun, c'est les macronistes historiques, c'est Horizon d'Édouard Philippe, c'est l'UDI, etc., auxquels avaient accepté de participer un certain nombre de ministres LR. Donc ça tangue de tous les côtés, y compris Gabriel Attal, qui a été Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui est un macroniste de la première heure, a aussi dégommé dès hier soir la formation du gouvernement de Lecornu. Donc ça tangue de tous les côtés dans le socle commun. Donc ça signe l'affaiblissement qui était déjà colossal, puisqu'il n'a pas de majorité absolue. Mais là, y compris son socle, puisque c'est en termes de vocabulaire, un socle, on sait ce que ça veut dire. Donc là, le socle commun, en fait, est en train d'exploser. Je voudrais revenir à la base. Ce gouvernement qu'a proposé Sébastien Lecornu, concrètement, c'est quoi qui posait problème? Il proposait une rupture et en fait, il n'y avait que des têtes qu'on connaissait déjà, c'est ça le problème? Que des quoi? Que des têtes qu'on connaissait déjà? Oui, mais ça, c'est pas... Alors, ça c'est une écume qui, effectivement, les Français se disent, voilà, on prend les mêmes et on recommence. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la formation annoncée du gouvernement d'hier ne signe aucune rupture. L'arrivée de Bruno, les nouveaux, c'est Bruno Le Maire, c'est Lescure à Bercy, et une ou deux autres personnes. Il n'y a pas de rupture dans le casting. Donc, mais parce que alors, Lecornu a essayé d'expliquer tout à l'heure qu'il avait essayé d'élargir tout ça, mais il y a le casting, il n'y a pas de rupture dans le casting, mais il n'y a pas de rupture non plus, et je pense que c'est aussi c'est le point de départ de tout, c'est qu'il n'y a pas de rupture dans la politique menée. C'est-à-dire que depuis 3 semaines, Lecornu laisse entendre qu'il essaye d'ouvrir. Il a sorti son joker avec le 49.3 vendredi en disant qu'il ne se servirait pas du 49.3 pour passer le budget, en disant voilà, comme ça je vais laisser les députés essayer de trouver des majorités sur les textes, et donc de laisser les discussions se faire, de laisser la place aux oppositions. Mais on a parlé de fiscalité pour les ultra-riches. Ça fait 3 semaines que ce débat est au cœur des discussions politiques qui animent le pays. Il n'y a pas eu d'inflexion. Donc, c'est le premier problème d'Emmanuel Macron, et celui-là, c'est que il a un problème budgétaire qu'il refuse de résoudre en changeant en parti de politique et en envoyant des signes suffisamment sérieux à la gauche pour que la gauche accepte non pas de participer au gouvernement, mais de ne pas censurer le gouvernement immédiatement. Donc c'est là, c'est toujours ça la politique. Il y a des problèmes de personnes, y compris dans ce qui s'est passé entre Retailleau, Le Maire, etc. C'est des problèmes d'ego. Je crois que le Premier ministre a utilisé le mot tout à l'heure, en disant voilà, il y a des gens qui ont du mal à laisser leurs égos de côté. Donc la politique, c'est ça, c'est des personnes, mais c'est aussi du fond. C'est d'abord du fond. Quand il dit ça, des personnes qui ont du mal à laisser leurs égos de côté, il parle de qui? Il parle de Retailleau, je pense, en partie. Et puis, peut-être d'autres, mais ce qui est toujours sur la table en politique. Évidemment qu'il y a les gens pensent, et Lecornu l'a aussi dit tout à l'heure dans son intervention sur le perron de Matignon, c'est que le LR, enfin tout le monde commence à penser à la présidentielle. Et évidemment, comme la majorité, comme le chef de l'État sont très très affaiblis, ils y pensent encore plus. Sauf que ces stratégies-là de parti sont contradictoires avec la nécessité de se retrouver un minimum, de passer des compromis pour avoir un budget et d'attendre effectivement la grande explication qui viendra en 2027. Tu as parlé un petit peu de la gauche. Pour toi, il n'y a aucune chance qu'une partie de la gauche participe à un prochain gouvernement?
Alors là, la question, c'est qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron maintenant? Parce que là, pour le coup, c'est lui qui a les clés. Il n'y a plus de Premier ministre. Donc là, tout le monde attend de savoir ce que le président va faire. Il a encore cette option-là, de dire, OK, je nomme un Premier ministre de gauche et charge à lui de trouver une majorité et d'avoir un programme, des propositions, et encore une fois, notamment des propositions budgétaires, qui lui permettent de ne pas se faire censurer immédiatement, déjà d'embarquer les macronistes, ce qui n'est pas complètement évident, et surtout de ne pas faire que LR vote immédiatement une censure d'un gouvernement de gauche. Donc ça reste une hypothèse. C'est pas la plus probable, parce que ça voudrait dire que Macron, en tout cas depuis des mois et des mois, a toujours refusé ces hypothèses-là. Il a toujours refusé d'envoyer des signes à la gauche sur les retraites, sur la fiscalité des ultra-riches, on en parlait tout à l'heure. Donc je le vois mal, là, aujourd'hui, faire appel à quelqu'un de gauche pour former un gouvernement, sachant que de toute façon, ça serait aussi un scénario fragile, parce que le Parti socialiste, ils ont 66 députés. Donc, pour aller chercher une majorité, c'est pas fastoche. Donc, l'autre hypothèse, c'est celle qui allait sur la table, c'est effectivement de recourir à la dissolution. Le système est bloqué. Et on demande aux Français de le résoudre en retournant aux urnes. Il n'y a pas un risque que ça fasse exactement la même chose? On n'en sait rien. On n'en sait rien, parce que les Français... Là, la question que tu poses, c'est comment les Français regardent tout ça. Et on sait qu'ils regardent avec quand même pas mal de consternation. Les épisodes de ce matin ne vont pas améliorer les choses. Donc voilà, comment les Français réagiront ou réagiraient dans les urnes en cas de dissolution. Le risque de la dissolution, c'est quoi? C'est qui sont les mieux placés aujourd'hui? Malheureusement, c'est le Rassemblement national. Si on fait un tour d'horizon des réactions qu'ont suscité cette démission de Lecornu, les différentes personnalités politiques, les oppositions politiques, qui a réagi et comment? Chacun a réagi dans son couloir et en fonction de ses propres intérêts. Le RN, comme je l'expliquais à l'instant, qui se pense bien placé et sans doute malheureusement à juste titre en cas de dissolution, a réclamé une dissolution, ce qu'ils font depuis plusieurs semaines maintenant. Jean-Luc Mélenchon a pareil, dans son couloir, et il est dedans depuis un moment aussi, à réclamer immédiatement la démission d'Emmanuel Macron. Voilà, on sent aussi que s'il y avait une dissolution, ça lui irait aussi, mais en tout cas, sa carte numéro 1, c'est la démission d'Emmanuel Macron, ce que le président de la République a totalement exclu il y a quelques semaines. Donc là, pour le coup, si c'était le cas, on serait vraiment dans la crise de régime. Mais en tout cas, ce scénario-là, sauf énorme surprise, est exclu. Donc voilà, chacun est dans son couloir, et ce qu'on appelle les partis de gouvernement attendent un peu de savoir ce que va faire le président, quoi. Toi, tu tires quel constat de cette crise politique dans laquelle on est? Un constat un peu consterné et un peu inquiet, en fait, parce que notre démocratie va pas bien. Et que je pense qu'il n'y a pas de raison de s'en réjouir. Là, ça fait maintenant plus d'1 an que le pays est complètement à l'arrêt. Il se passe pas grand-chose en termes de réformes, et de réformes qui concernent aussi la vie quotidienne des Français. On ne parle pas simplement de budget. Et évidemment qu'un budget, ça a des conséquences sur la vie quotidienne des Français, mais de textes de loi sur un tas de sujets, sur l'école, sur le numérique, les violences, etc., etc. Donc il y a des tas de choses qui sont à l'arrêt. J'entendais l'autre jour à la radio des maires qui se plaignent que leur petit projet de salle des fêtes ou etc. n'avance pas parce qu'ils n'ont pas les financements. Enfin bref, le pays est à l'arrêt. Notre démocratie va mal. Et on voit ce qui se passe aussi. On n'est pas, la France n'est pas comme ça un pays isolé au milieu de nulle part.
il suffit de regarder à gauche ou à droite pour voir qu'il y a beaucoup de démocraties similaires à la nôtre où ça va pas bien. Voilà, les États-Unis, en termes de démocratie, c'est pas top. Donc, pour l'instant, la France résistait à cette vague illibérale, à cette vague de poussée populiste et à cette vague d'extrême droite. On est à ce moment de savoir de bascule. Donc, je le regarde avec inquiétude, parce que quand les Français se désintéressent et ricanent de ce qui se passe, c'est pas bon en fait. Hein. C'est une question qui est importante pour moi, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup dans ce genre de cas, la démission de Lecornu, de conséquences politiques, mais cette crise politique dans laquelle on est a aussi des conséquences autres que celles qui sont politiques. C'est quoi ces conséquences? La politique, ça a toujours des conséquences sur la vie des Français. Donc oui, je le disais à l'instant, il y a des tas de domaines où la France a besoin d'évoluer, a besoin de changer sa législation, de faire des réformes. Et c'est toujours les plus fragiles qui sont pénalisés dans ce type de situation. Pour les gens qui vont bien, voilà, mais c'est vraiment, c'est toujours les plus fragiles qui vont en souffrir. Donc c'est là où il faut faire attention, parce que encore une fois, oui, il y a ces gens-là, ils attendent que leur quotidien il s'améliore. Et là, ce qu'ils voient, c'est un théâtre qui est complètement déconnecté de leur vie quotidienne et de leurs préoccupations quand ils se lèvent le matin, quoi. J'ai une question dans le chat, Amadeosaurus qui se demande comment la gauche peut-elle sortir son épingle du jeu dans la situation politique actuelle. C'est compliqué parce que d'abord elle est divisée, la gauche. Jean-Luc Mélenchon ce matin a tenté d'organiser une réunion à la mode NUPES ou Nouveau Front Populaire. Ses camarades écolos, communistes et socialistes l'ont éconduit. Donc la gauche, elle est divisée. Avec en gros d'un côté LFI qui est dans sa stratégie de préparation de la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon et de rupture avec le Parti socialiste. D'où le refus aujourd'hui des socialistes de répondre le doigt sur la couture du pantalon à l'invitation de Mélenchon. Donc, et la gauche, elle est, encore une fois, le Parti socialiste, c'est 66 députés à l'Assemblée. Donc, ils n'ont pas non plus les muscles. Et on sent bien que, voilà, sur le paysage politique aujourd'hui, les équilibres, ils penchent pas vers la gauche. J'ai eu une autre question qui remonte un petit peu, mais c'est quelqu'un qui se demande si le divorce entre les Républicains et le parti présidentiel, est-ce qu'il est acté ou est-ce que Macron va continuer à dialoguer avec Retailleau, quitte à virer à l'extrême droite? On est dans l'incertitude. On est on est dans les quelques heures où ce scénario de rupture est possible, un scénario de rabibochage est évidemment possible en fonction de ce que va décider le président. Il peut aussi tenter de renommer un Premier ministre pour essayer de repartir sur des négociations. Honnêtement, on a commencé par ça tout à l'heure, la situation est inédite. Et donc je serais un tout petit peu présomptueux de dire oui c'est ça qui va se passer, c'est ci qui va se passer. Honnêtement, et peut-être même que le président pour l'instant ne le sait pas lui-même, quoi. Avant de terminer cette discussion, est-ce qu'on peut refaire un dernier tour d'horizon de la suite des événements là, concrètement, dans les heures, les jours, les semaines à venir? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Là, c'est plutôt une question d'heure, hein. On devait avoir une déclaration de politique générale demain. On n'en a pas. Donc là, il va se passer quelque chose, forcément, soit dans la journée, soit demain ou plus tard. C'est obligé. La question, c'est quoi? Et que, encore une fois, il y a un scénario où Macron se décide à donner sa chance à la gauche. Il y a un scénario où il repart avec un macroniste pour essayer de ramener les LR à la raison et de
Voilà, en espérant que tout ce qui s'est passé depuis hier ne serait qu'un épiphénomène, etc. Donc ça c'est encore une option. Et la troisième option, c'est la dissolution. La dernière, mais elle n'a jamais été mise sur le tapis ou sur la table pour l'instant par le président. Ça serait une démission, mais ça, pour le coup, j'y crois pas du tout. Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'article 16 de la Constitution, qui donne des pouvoirs étendus au président de la République. C'est une option ou pas ? C'est une option forcément, puisque c'est constitutionnel. Ça serait... Ça serait un signe de plus de la crise très, très, très profonde de notre démocratie. Merci beaucoup, Paul, pour tous tes éclairages. Est-ce que tu as un mot de la fin, Paul ? En tant que journaliste, encore une fois, c'est une situation que moi, j'ai pas connue. J'étais journaliste politique pendant des années et des années, et je suis ça de près de toujours, en tant que directeur délégué. Et je crois que j'ai jamais été dans cette situation-là, quoi. Voilà, il y a des situations où on voit à peu près ce qui peut se passer. Là, on est dans le Schwarz, comme on dit. Merci d'avoir écouté le Libescope. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle discussion.